Je remercie Jérôme et Sophie de m'avoir proposé à venir vous retrouver pour donc une séance de méditation. Vous allez voir, c'est une méditation un peu particulière que je propose, puisque moi j'appelle ça la méditation sans effort, voire même la non-méditation. J'ai beaucoup médité dans ma longue vie. J'ai passé beaucoup de temps assis sur des coussins. Et maintenant, non, maintenant je ne m'assois plus sur des coussins, en tout cas, mais pourtant j'ai l'impression de méditer encore plus qu'avant. Et donc je vais vous expliquer ça. Euh, alors j'ai appelé, enfin, Jérôme m'a demandé un titre pour l'émission ce soir. Alors j'ai fait un placement de produit, j'ai appelé ça l'appel de l'éveil, petit tant qu'à faire. Donc ce qui est le dernier livre que j'ai publié, l'appel de l'éveil. Et ça pourrait être le thème de ce soir, parce que si nous sommes là, c'est que nous sentons un appel, alors peut-être pas forcément explicitement pour l'éveil, mais un appel pour plus de paix, par exemple, hein, un appel pour plus de joie dans notre vie, un appel pour plus d'amour, bref, un appel pour peut-être une vie plus grande, plus vaste, en fait. Et c'est ça que j'appelle l'appel de l'éveil, c'est cette nostalgie en nous pour une vie reliée, en fait, une vie connectée, une vie, on peut dire, plus vaste. Et j'imagine que voilà, ça doit faire écho en vous, cet appel, hein. Sinon vous ne seriez pas là, vous seriez dans la télé. Et, et donc, dans ce livre, donc je parle de l'éveil, et pour moi, la méditation véritable, elle conduit à l'éveil. La méditation est un chemin d'éveil. Donc c'est bien autre chose qu'une manière de se débarrasser du stress, c'est bien autre chose qu'une manière je sais pas, de se relaxer. La méditation, au moins depuis le Bouddha, c'est vraiment un chemin d'éveil, c'est une voie spirituelle en fait. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'éveil peut-être on peut demander qu'est-ce que c'est qu'on appelle l'éveil. Alors dans ce livre, j'ai mis une petite citation, je voudrais vous la lire et après on fera quelques pratiques méditatives. On est là pour ça. Donc c'est une citation d'un maître que j'aime beaucoup, un maître tibétain qui s'appelle Shabkar. Je ne sais pas si certains le connaissent parmi vous. C'est un maître du fin 18e, début 19e. Il est mort du 151, je crois, vers là. C'est un maître vraiment vénéré dans le bouddhisme tibétain. Il a été traduit par Mathieu Ricard. Donc on peut lire sa vie en français. C'est dans ce texte que j'ai trouvé ce petit poème et énormément de poèmes dans le texte de Shabkar qui décrivent ce qu'est l'éveil et ce qu'est notre vraie nature. Je trouve ces textes incroyablement inspirants. C'est des vraies méditations de lire ces textes, en fait, parce que ça pointe vers notre vraie nature. Alors, je vais vous lire ce passage qui décrit ce que nous sommes vraiment. Il dit ceci, il décrit ceci, présence transparente, infinie ouverture, sans dehors ni dedans, toute embrassante, sans frontières ni direction, l'immensité infinie de la vue, véritable condition de l'esprit. Tel le ciel, tel l'espace, n'a ni centre, ni pourtour, ni attache. Laissant tel quel ce qui apparaît, serein, je suis parvenu à la vaste plaine de l'immensité absolue. Ça continue. Dissous dans l'infinie vacuité, sans limite, sans pourtour, sont vision, mon esprit, le ciel ne firent plus qu'un. Donc, moi, je trouve ça très beau et je trouve ça très inspirant parce que c'est une description, je trouve, extrêmement précise de notre vraie nature, qu'il compare à l'espace, au ciel. C'est une image, un symbole très profond, ancien, qu'on trouve dans toutes les traditions. Notre vraie nature est comme le ciel, comme l'espace. Oui, dans l'espace, en fait, il n'y a pas de frontières. Hein. On ne voit pas de frontières dans l'espace, le ciel est infini. Il n'y a pas non plus de centre, en fait. Bon, avant, on plaçait la Terre au centre, mais on ne le fait plus, bien sûr. Donc, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de centre. Donc, c'est cette immensité de l'espace qui est semblable à notre vraie nature.
Et puis aussi, dans l'espace, il n'y a pas d'attache. C'est-à-dire que les choses apparaissent et disparaissent dans le ciel, sans affecter le ciel. Vous voyez un vol d'oiseaux passer, bon, les oiseaux traversent le ciel reste aussi pur après qu'avant. Si vous avez un oiseau noir, le ciel ne devient pas noir. Si vous avez un oiseau blanc, le ciel ne devient pas blanc. Il est sans attache, en fait. Il a cette dimension de liberté du ciel et de l'espace. Évidemment, l'espace, c'est un symbole parce que l'espace n'est pas conscient, l'espace n'est pas éveillé, bien sûr. Or, notre vraie nature, ce que nous sommes vraiment, est vivant, est éveillé. Donc, c'est une grande différence entre l'espace, disons, physique et l'espace de notre vraie nature. Mais c'est un symbole très fort. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment inspirant. Et donc, vous voyez que la méditation, même si le mot n'est pas utilisé ça, là, mais la méditation pour Chapkar et pour l'école à laquelle il appartient, c'est le Dzogchen, l'école bouddhiste tibétain, dont on va beaucoup parler avec Olivier samedi le 4. La méditation dans le Dzogchen, ça consiste d'abord à prendre conscience de notre vraie nature. C'est le premier point. Bien sûr, il peut y avoir quelques préliminaires avant, bon, on peut essayer de comprendre des choses, on peut peut-être essayer d'apaiser son esprit, mais l'important, le premier point, c'est de prendre conscience de qui nous sommes vraiment, prendre conscience de cet espace, de cette présence. Sinon, sinon on ne sait pas de quoi on parle en fait. Sinon, on peut lire des textes de spiritualité qui parlent d'éveil, qui parlent de vraie nature, de nature de Bouddha, mais ça reste encore mental. Donc, dans cette voie, le premier point, c'est prendre conscience de sa vraie nature. C'est ce qu'ils appellent l'introduction à la nature de l'esprit. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer un maître extraordinaire qui s'appelait Douglas Harding, qui proposait aussi cette voie directe, ce chemin direct. Il nous invitait tout de suite, mais on le rencontrait, on commençait un atelier, il fallait pas plus de 5 minutes pour que, hop, il nous invite à prendre conscience de notre vraie nature. Voyez. Donc, le premier point dans la méditation que je vais vous proposer, c'est ça, c'est prendre conscience de cette présence qui est tel l'espace, qui est vacuité, qui est sans limite, transparente. Il a dit la transparente. Hein, il dit, oui, c'est sa présence transparente, infinie ouverture, sans dehors ni dedans. Mais voilà, ça aussi parce que quand on ne reconnaît pas cette vraie nature, on a l'impression qu'on vit dans un dedans et qu'on est séparé du dehors en fait. On se pense enfermé dans un corps limité. On ne se vit pas comme une présence infinie et transparente. On se vit comme une présence, certes, mais très finie, limitée au corps, très finie et pas du tout transparente, mais bien solide, bien physique, bien matérielle. Et puis, on ne vit pas sans attache quand on est identifié à son personnage. On se vit au contraire avec beaucoup d'attache. On est attaché à plein de choses. On cherche à saisir les choses, à s'emparer des choses avec notre ego, quoi. On est plutôt dans cette manière duelle de vivre. Hein, ça. Il y a l'intérieur, il y a l'extérieur, puis on va essayer de saisir les choses à l'extérieur. Alors là, l'invitation, c'est tout autre chose. Hein. L'invitation, vous voyez, c'est découvrir cette présence transparente, éveillée, sans centre, sans pourtour, sans frontières et non duel. Donc, ce qui est tout à fait frappant, c'est que il y a une différence énorme entre la manière dont on se vit d'habitude et l'invitation que nous propose Chapkar, en fait. Parce que quand on est vraiment identifié au personnage, on se vit, comme je le disais tout à l'heure, limité, enfermé non seulement dans son corps, mais aussi dans ses pensées, quoi. On est pris dans des pensées, pris dans des émotions. Il n'y a pas beaucoup de sérénité, il n'y a pas vraiment beaucoup de liberté non plus, quoi. On se sent à l'étroit. Et donc, il y a une grande différence avec cette invitation de Chapkar à vivre immense. C'est même pas croyable. On se dit, il a fumé, c'est pas possible, non? Fumé. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous voyez, ça paraît complètement incroyable. Pourtant, il dit qu'il le vit, là. Je suis parvenu à la vaste plaine de l'immensité absolue. Il parle de son expérience.
Et en fait, des témoignages de ce genre, il y en a plein, plein, plein. Et pas seulement dans le bouddhisme tibétain, mais dans toute la littérature spirituelle, dans le bouddhisme plus largement, bien sûr, mais dans l'hindouisme beaucoup, dans le christianisme, dans le taoïsme, et puis même chez des gens qui suivent pas un mouvement en isme, hein, mais qui ont vécu cette découverte de manière parfois spontanée, quoi. Donc c'est pour ça que j'appelle ça l'appel de l'éveil. Nous sommes appelés à vivre cette présence ouverte et sans limite. Mais pas dans une vie future, pas après la mort, au paradis, comme récompense de nos bonnes actions. Non, c'est pas du tout une espérance post-mortem, c'est pas quelque chose de lointain. Il le dit, je le vis, je le vis maintenant. Non, c'est quelque chose, si vous voulez, cette présence est une réalité à laquelle nous sommes appelés maintenant, tout de suite, dans l'instant. Nous sommes tous appelés à vivre cette présence. Alors bien sûr, on pourrait se dire, Shabkar, Shabkar, c'est un grand maître tibétain, il est vénéré par les bouddhistes tibétains, donc c'était quelqu'un d'exceptionnel, un grand méditant, d'ailleurs il a passé beaucoup de temps en méditation. Voilà, c'était un Tibétain, les Tibétains sont particuliers, un oriental, etc. Donc on pourrait croire que cette réalisation n'est accessible qu'à des gens vraiment extraordinaires. Et donc du coup, c'est pas pour nous. Nous, en plus, pauvres occidentaux, voilà, très matérialistes. Voilà. Donc on peut penser ça, on peut penser que je l'ai pensé moi aussi d'ailleurs. On peut penser que cette réalisation n'est accessible qu'à des gens extraordinaires, des Picasso de la spiritualité, des Mozart du coussin de méditation, vous voyez. En fait, non, pas du tout, pas du tout. C'est puisque c'est ce que nous sommes. Donc c'est pas quelque chose. Voilà, ça dépend pas de nos performances, ça dépend pas de notre génie. C'est ce que nous sommes. Cette présence, on va pas la créer. On a juste à la remarquer. On a juste à faire attention à cette présence. Et cette attention, c'est pas du tout un exploit olympique, hein, pas du tout. Je sais qu'il y a encore cette croyance très profonde dans la spiritualité, euh, mais c'est ce que j'appelle moi le romantisme de l'éveil, le mythe. De cette façon-là, on place l'éveil très loin, quoi. Ben, c'est pas pour moi, je ne suis pas digne, je comprends. En plus, j'ai même pas de robe orange. Voilà. Il faut que j'apprenne d'abord le tibétain, ensuite que j'aille là-bas. Donc, c'est une façon d'échapper à, finalement, à ne pas réaliser que c'est déjà là. Voilà. Donc, la méditation que je vais vous proposer ne va peut-être pas ressembler à ce que on appelle d'abord méditation. Mais la méditation, encore une fois, c'est prendre d'abord conscience de sa vraie nature. Prendre d'abord conscience de sa vraie nature. Et ensuite, une fois qu'on a pris conscience de notre vraie nature, hein, on va dire qu'il y a une deuxième étape, deuxième pratique, qui consiste à se familiariser avec cette vraie nature, qui consiste à habiter cette vraie nature dans le quotidien, qui consiste à intégrer notre quotidien dans cette présence, consciemment. Parce que il ne suffit pas de voir une fois, il faut vraiment, enfin, il n'y a pas de il faut. Il ne suffit pas de voir une fois. La pratique consiste oui, à habiter le plus possible cette présence. C'est aussi, donc, c'est ça, une méditation aussi. Mais c'est une méditation informelle. Donc, je vais parler de la méditation informelle, parce que comme il s'agit d'intégrer la présence, enfin, d'intégrer notre quotidien dans la présence, et le quotidien, c'est la vie, quoi. Voilà, je vais au travail, c'est le quotidien. Donc, est-ce que je peux intégrer le travail dans cette présence? Je suis en famille, à la maison. Est-ce que je peux intégrer ce qui arrive dans la présence? Je suis tout seul dans la nature. Bon, c'est peut-être plus facile, mais si je suis en ville à Paris avec plein de gens, est-ce que je peux le faire? Donc, la pratique se déroule partout. Douglas Harding, dont j'ai parlé tout à l'heure, disait ma salle de méditation, c'est le monde. La salle de méditation, c'est le monde. Voilà notre ashram. Il est immense. Chaque instant est une invitation à cette méditation. Donc, je résume. Premier moment, la méditation,
prendre conscience de sa vraie nature, prendre conscience de cette présence transparente, sans limite, sans centre. Deuxième moment, habiter consciemment cette présence dans le quotidien. Comment arriver à prendre conscience de cette présence? Eh bien, par l'attention. Par l'attention. Alors, comment allons-nous pratiquer cette attention? Par un retournement de l'attention. Cette méditation, cette première méditation, c'est un retournement de l'attention. C'est-à-dire que les amis qui me connaissent savent que voilà, effectivement, c'est ce que je dis souvent, mais notre attention est dirigée vers l'extérieur. On regarde les choses. Regarde les choses. On est même happé par elles. Notre attention est captée par les choses. En fait, les choses, c'est comme les choses. Dans les choses, ça inclut les pensées. Hein. Ça fonctionne un peu comme des aimants. Ce sont des aimants et hop, on est attiré vers elles. Donc, du coup, on n'a plus conscience de ce que nous sommes au centre. Nous n'avons plus conscience de qui nous sommes vraiment, de ce que nous sommes vraiment. Donc, il faut retourner son attention. C'est un mouvement pour aller vers la source, un mouvement de retournement. Il faut retourner son attention pour prendre conscience de notre véritable présence. Il faut faire un peu le mouvement des saumons. Vous savez, les saumons naissent à un endroit, ensuite ils descendent la rivière, pendant des kilomètres et des kilomètres, ils vont en mer, ils vivent leur vie, puis après ils remontent la rivière où ils sont nés, jusqu'à l'endroit où ils sont nés pour pondre. Donc c'est ce mouvement inverse qu'il faut faire. Hein. On a descendu le torrent, c'était chouette, c'était une sacrée aventure, un peu difficile parfois, on s'est pris des rochers dans la figure, on s'est perdu parfois dans la mer, et là on revient, on remonte vers l'amont, vers la source. Alors évidemment, cette histoire de retour, c'est une façon de parler, parce qu'en fait, on a toujours été cette présence. On n'a pas été quelqu'un d'autre. Simplement, tout se passe comme si on avait quitté ce centre. Il s'agit de revenir à un endroit qu'on n'a jamais quitté. C'est un paradoxe, non? Il s'agit de revenir à un endroit qu'on n'a jamais quitté, mais parce qu'on a toujours été soi-même. Simplement, on a vécu une vision de nous-mêmes très limitée. On a vécu une vision rabougrie. Notre présence est rabougrie. Enfin, vous, je sais pas, mais moi, je sais que pendant des années, voilà, j'étais vraiment perdu, je vivais à l'étroit, quoi. Voilà. Et comme chaque quart, voilà, j'ai trouvé aussi un jour cette plaine immense, ce ciel transparent. Alors, vous êtes prêts pour ce premier moment de la méditation? Donc, il s'agit de retourner son attention. Alors, ce sont des exercices qui se trouvent dans le travail de Douglas Harding, de mon maître. Je vais en partager un avec vous, certains le connaissent déjà. Il s'appelle revêtir l'espace. Revêtir l'espace. C'est une manière de, vous voyez, de mettre en pratique le texte de Shattkar, puisque il parle de l'immensité infinie de la vue, véritable condition d'esprit, tel le ciel, tel l'espace, n'a ni centre, ni pourtour, ni attache. Donc, on va essayer de prendre conscience de cet espace que nous sommes. Bon. Alors, au début, donc, je vais vous demander de tendre vos bras, comme ceci. Tendez vos bras, comme si vous teniez un bout d'espace entre vos deux mains. D'ailleurs, en fait, c'est pas comme si, parce que vous avez un bout d'espace entre vos deux mains. Un petit bout d'espace. Alors, c'est pas encore le ciel, espace et infini, je suis bien d'accord. Mais c'est un petit bout d'espace quand même. Mettons 20 cm. Donc là, entre vos deux mains, vous avez 20 cm d'espace. Alors, cet espace, il est vide. Il est vide. Il est transparent. Il est sans couleur, sans âge. Mais en même temps, vous voyez qu'il est pas seulement vide, il est plein aussi. Parce qu'il y a des formes qui apparaissent entre vos deux mains, des formes et des couleurs. Moi, par exemple, je vois, entre mes deux mains, je vois quelques livres. Donc, c'est un espace vide qui se remplit. Et, en fait, même uni avec ce qui apparaît. Vous pouvez déplacer le petit espace, vous déplacer à droite et à gauche. Et vous voyez que cet espace, il accueille tout, sans discrimination. Il dit oui à tout, en fait. Il accepte toutes les couleurs, il accepte toutes les formes. Et lui reste inchangé.
Vous remarquez ça? C'est-à-dire que vous pouvez passer sur du jaune, puis ensuite sur du bleu, puis ensuite sur du rouge. L'espace reste sans attache, libre, toujours aussi pur en fait. Il vient sur une couleur, hop, il est prêt pour une autre couleur. Il vient sur une forme, hop, il est prêt pour recevoir une autre forme. C'est génial ça. Cette incroyable capacité d'être libre. Donc cet espace, il est ouvert, il est accueil, il est sans attache. Mais évidemment, il est petit. Ça, je suis bien d'accord avec vous. C'est pas l'espace infini dont parle Chapkar. Ça ressemble, mais ça ne l'est pas. Mais qu'est-ce qui se passe si on ramène cet espace sur nous, vers le centre de nous-mêmes? Donc, je vous invite à faire ce geste doucement, hein. Vous ramenez cette petite fenêtre, cet espace vers vous. Vous la ramenez doucement, doucement, doucement. Et vous voyez ce qui se passe pour l'espace. Il s'agrandit. Il accueille, il y a de plus en plus de choses qui apparaissent entre vos deux mains. Tout à l'heure, c'était 2 livres, là, c'était déjà toute la bibliothèque. Continuez le mouvement, encore, 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 jusqu'à ce que vos mains disparaissent. Vos mains disparaissent. Laissez vos mains disparaître. Et là, maintenant, vous voyez que l'espace, il est devenu immense. Toute la pièce apparaît en lui. L'espace est devenu éveillé, devenu conscient. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est aussi l'espace à partir duquel vous regardez, que c'est l'espace que vous êtes, l'espace que vous êtes. Alors, si vous faites réapparaître les mains, vous faites réapparaître les mains, vous faites réapparaître les bras, et là, vous voyez que l'espace, il est plus simplement entre vos deux mains. L'espace, il est partout. Et ce sont vos deux bras, qui bougent dans l'espace et qui sortent eux-mêmes d'ailleurs du vide. Alors, on va refaire ce mouvement de retour. Donc, allez-y, tendez vos bras. À nouveau, on tient cette petite fenêtre. Donc là, pour l'instant, vous voyez, c'est un espace limité. C'est un espace que vous êtes en train de regarder. Et c'est un espace qui n'est pas éveillé. Et à un moment donné, il va se passer une triple explosion, si je puis dire. L'espace va perdre ses limites et devenir immense. L'espace va s'éveiller. Et l'espace ne va plus être quelque chose que vous regardez, mais ce à partir de quoi vous regardez. Donc, immense, éveillé, et ce à partir de quoi vous regardez. Donc, allons-y, faisons ce retour à la maison. On ramène l'espace. Il s'agrandit, il s'agrandit, il s'agrandit. Et à un moment donné, quand vos mains disparaissent, est-ce que ce n'est pas vous qui êtes devenu l'espace? Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes devenu cette ouverture consciente dans laquelle tout apparaît? Alors là, évidemment, il n'y a que la pièce qui apparaît dans l'ouverture. Et si vous sortez tout à l'heure et que vous avez une nuit dégagée, vous allez voir toute la Voie lactée apparaître. La totalité de la Voie lactée, ce que vous voyez apparaître dans cette ouverture. Donc c'est grand, immense. Donc par ce geste de retour, qu'est-ce qu'on fait en fait? On prend conscience de l'espace au-dessus de nos épaules. On peut le localiser comme ça pédagogiquement, au-dessus de nos épaules. À partir de quoi est-ce que vous regardez? À partir de quelqu'un, à partir d'une présence enfermée dans une tête, ou à partir de cette ouverture consciente, cet espace sans limite et sans centre. Parce que, où est le centre là? Est-ce que vous pouvez localiser un centre? Bien sûr, en général, on place le centre de la perception quelque part derrière les yeux. On localise comme ça par l'imagination. Mais là maintenant, si vous prenez conscience de ce qu'il y a au-dessus de vos épaules, est-ce que vous trouvez le moindre centre? Est-ce qu'il n'y a pas juste une ouverture consciente? C'est comme basculer dans la vacuité, basculer dans l'ouverture. C'est pas quelque chose à comprendre en fait, hein, vous savez. On pourrait dire je comprends rien à ce qu'ils disent, c'est jeux le roi. Mais moi non plus en fait, je comprends rien à ce que je dis en fait, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir analyser, comprendre dans des mots, dans des pensées. C'est quelque chose à réaliser, c'est une expérience physique, littéralement physique. Là en ce moment, à partir de quoi est-ce que vous regardez cet écran?
À partir d'un moi enfermé dans une tête ou à partir de cet espace. D'ailleurs, on peut maintenant essayer d'embrasser cet espace. Essayez de voir la taille de l'ouverture. Regardez, vous allez chercher les limites de l'ouverture vers le haut, là, vers le plafond. Vous allez avec vos mains tout là-haut. Donc, ça va jusque-là, hein, l'espace. C'est très, très haut, ça va jusqu'au plafond. Puis, pour voir le reste de l'ouverture, vous allez écarter votre bras droit et votre bras gauche. Donc là, vous embrassez la pièce. Puis, vous allez descendre avec vos bras jusqu'au plancher et voir qu'en fait, votre corps apparaît aussi dans l'ouverture, apparaît aussi dans cet espace. C'est pas quelque chose de mystérieux, en fait, hein. Euh, Comme nous étions enfants, on nous arrivait de le découvrir assez naturellement. Les enfants, beaucoup d'enfants vivent à partir de cet espace, cette ouverture. Ils se vivent pas comme enfermés dans une tête, ils sont pas débiles. Ils se vivent, voilà, comme nous maintenant, grand ouvert. Donc, le premier moment de la méditation, c'est ça, c'est prendre conscience de cet espace. Bon, là, avec un exercice, il y en a d'autres, hein, si jamais un seul ne suffit pas, d'autres peuvent être proposés, pas forcément par la vue, ça peut être par les sensations, par l'ouïe, par les sons, etc. Mais de toute façon, à chaque fois, les exercices nous invitent à retourner notre attention vers l'espace conscient, vers la vacuité, vers cette présence immense. Peut-être vous avez des remarques avant que je propose autre chose, des remarques, peut-être des difficultés ou des évidences, ou est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question, Jérôme. J'ai une question à propos, tu dis sans centre. Et alors, je peux le concevoir, mais j'ai quand même l'impression que, que le cœur de l'expérience, enfin, je suis un peu au cœur, au centre du cœur de l'expérience quand même. Tu vois? Là, tu me dis de revenir à l'espace ouvert au-dessus des épaules. Et c'est donc un peu là que je vais situer le centre, en fait. Oui, oui. D'ailleurs, dans beaucoup de traditions, on nous dit qu'on n'est pas centré, qu'il faut se recentrer. Donc, en effet, on est éparpillé à la périphérie. Donc, il y a ce premier mouvement qui consiste, en effet, finalement, à recentrer notre présence, comme à la redensifier. Donc, il y a ce mouvement de retour. Mais en fait, quand on revient au centre, paradoxalement, ce centre qui est comme un point, une sorte de point central de la conscience, quand on revient au centre, ce centre, il disparaît. Alors, il disparaît comme à la fois il explose à l'infini et il devient rien. C'est-à-dire que comme une bulle de savon. Parce que là, si je cherche à localiser le centre de la perception, si je vous invite à chercher le centre de la perception, où allez-vous trouver? Jérôme, pointe-le avec ton doigt, le centre de la perception. D'où part le regard? Voilà. D'accord. Donc, tu fais comme ça. Très bien. Mais j'invite tout le monde à faire pareil, à pointer vers ce qui pourrait être le centre de la perception. C'est-à-dire, en fait, c'est effectivement là où spontanément on met le regardeur, celui qui regarde, ne pas dire le voyeur, le voyant. Donc, c'est dans cette direction qu'on le place. Mais là, dans la direction du doigt, est-ce que vous voyez quoi que ce soit? Est-ce que le doigt pointe vers quelque chose ou vers rien? Voilà. Dans mon expérience, en fait, le doigt pointe vers rien, vers une absence de couleur, une absence de forme, une absence d'âge, vers un grand espace. Donc, comme il pointe vers rien, je peux pas dire que le centre est là, en fait.
il est partout. Alors quelqu'un demande si je deviens l'espace, est-ce que je ne suis plus là? C'est une bonne question. Alors je vais répondre à deux moments. Premier moment, oui, je ne suis plus là. Et c'est d'ailleurs quelque chose, enfin, une découverte qui peut donner le vertige. C'est-à-dire d'être un espace vide. Premier sentiment, c'est d'être absent. C'est pourquoi les bouddhistes insistent sur la vacuité. Moi, la clé qui m'a permis de revenir ici, c'était une phrase d'un maître indien qui s'appelle Nisargadatta Maharaj, un maître du XXe siècle, et il disait personne ne regarde. Bon, ça, personne ne regarde. Mais si, José qui regarde, qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait, en cherchant, en effet, celui qui regarde, donc en retournant mon attention vers la source, je me suis aperçu qu'il avait raison. Il n'y a pas quelqu'un qui regarde. Bon, si je deviens l'espace, on peut dire je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Vous avez de toute façon, oui, oui. C'est d'ailleurs, l'autre jour, on avait un Zoom avec des amis et je demandais aux gens comment est-ce qu'ils faisaient pour revenir à leur vraie nature, à cette présence. Et Philippe, je crois que c'était Philippe qui avait dit, moi, je me dis la phrase, qu'est-ce qui regarde? Qu'est-ce qui regarde? C'est une phrase très précise. Donc, quand on regarde qu'est-ce qui regarde, quand on découvre qu'il n'y a rien qui regarde, là, on est dans sa bonne étude. Personne ne regarde. Donc, je ne suis plus là. Mais en même temps, ça, c'est le deuxième moment de ma réponse, vous êtes encore là, à deux niveaux. Vous êtes encore là en tant que présence, en tant qu'espace. Parce qu'attention, c'est pas n'importe quel espace, c'est un espace vivant, c'est un espace conscient. On peut appeler ça la nature de Bouddha, on peut appeler ça le soi. Vous êtes présent en tant que soi. Parce que on a disparu, c'est vrai, mais on réapparaît en tant que totalité, en fait. Et puis, vous êtes là aussi en tant qu'individu, je sais pas c'est qui m'a écrit, mais je sais pas, F, c'est Françoise. Bon, votre individualité va, va habiter encore cette présence, si vous voulez. Elle va être là aussi. Elle n'est plus au centre, mais elle est encore là. Donc, rassurez-vous, hein, toute votre mémoire ne va pas disparaître, tous vos désirs ne vont pas disparaître. Mais par contre, Josie, voilà, Josie. Mais Josie écrit à José. Mais en fait, cette individualité va prendre une autre position dans la présence. Elle va plus être centrale et elle va peu à peu s'harmoniser avec cette présence. Mais première découverte, c'est effectivement, je ne suis plus là. C'est d'ailleurs important de le découvrir dans le cadre d'un enseignement parce que si on découvre spontanément cette vraie nature où il n'y a personne, ça peut être inquiétant en fait. Hein. Là, au mois de mars, je vais éditer un livre chez Almora parce que je suis éditeur d'une femme qui s'appelle Suzanne Seagal, qui en 1982, c'est une américaine, en 1982, dans sa vingtaine, à Paris, elle découvre cet espace, cette vacuité, mais par hasard, en montant dans le bus. En montant dans le bus, avenue de la Grande Armée, bus 37, elle met le pied dans le bus, tac, ça lui arrive. Et comme elle relie ça à aucun enseignement, ça va l'inquiéter en fait, pendant quelques années. Elle va aller de thérapeute en thérapeute. Euh, et donc les thérapeutes ont l'air de dire que son cas est très grave, hein, puisqu'elle dit « je ne suis plus là ». Et jusqu'au jour où elle va rencontrer Jean Klein, en Californie, qui va lui dire « mais en fait, ce que vous vivez là, ça s'appelle l'éveil, hein, c'est le but des traditions spirituelles. C'est formidable ». Et donc ça va la rassurer, et elle va pouvoir tranquillement habiter cette présence. Donc, je ne suis plus là, et pourtant je suis là. Il y a une phrase que citait Douglas de Saint Paul. Vous savez, Paul, l'évangéliste, enfin, même s'il n'a pas connu Jésus directement, mais Paul dit, il fait ses expériences aussi, hein, de vacuité, et il dit, je vis, et cependant je ne vis plus. Je vis, c'est-à-dire, il y a quand même Paul, il s'appelait Saul, il y a quand même Saul qui est là, il y a quand même manifestement encore l'individualité, quoi. Et pourtant, je ne vis plus. Et au centre, c'est plus Paul, quoi.
Et ensuite, il dit donc, je vis et cependant je ne vis plus, Christ vit en moi. Christ vit en moi. Il l'appelle Christ. Pourquoi pas, hein? Donc cet espace, Christ l'appelait même le royaume. On peut dire la même chose. Je vis, c'est José vit quand même. Et cependant, je ne vis plus. C'est-à-dire là, au centre, non, il n'y a personne. C'est pas José en tout cas. Christ vit en, Christ vit au centre. Mais c'est très simple en fait, c'est notre vraie nature. C'est juste que nous, comme j'ai dit tout à l'heure, on avait enfermé notre vraie nature dans ces petits personnages. On vivait une présence rabougrie. Enfin moi en tout cas, une présence rabougrie. Et là, vous pouvez découvrir dans cette ouverture. Alors le deuxième moment de la méditation, parce qu'il ne suffit pas d'avoir vu une fois. Si on le voit une fois et qu'on l'oublie, ce sera juste un souvenir, quoi. Voire une nostalgie qui pourrait même encore nous faire souffrir, comme si on avait comme si les portes du paradis s'étaient ouvertes et puis s'étaient refermées ensuite. Donc ça pourrait être angoissant, quoi. J'ai vu le paradis puis après je l'ai plus vu. Donc le deuxième moment de la méditation, c'est revenir à cet espace dans le quotidien. Alors, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait parce qu'on n'est pas des ermites, hein, vous n'êtes pas des ermites, je suis pas un ermite non plus. Mais comment on fait dans notre vie moderne, dans les villes? Eh bien, c'est toujours très simple en fait. Quelle que soit votre action, vous prenez conscience de l'espace, vous prenez conscience de l'ouverture. Si vous faites la vaisselle, regardez d'où viennent vos bras. Regardez, allongez vos bras comme ça, étirez-les. Bon, regardez d'où viennent vos bras. Vos bras ne viennent-ils pas de l'espace, de l'ouverture? Si vous faites du jardinage, toc, d'où viennent les bras? Viennent de l'espace. Donc, quelle que soit votre action, à la fois agissez et en même temps, prenez conscience de l'ouverture, de cet espace transparent, sans pourtour ni centre, comme dit Chapka. Alors au début, évidemment, vous allez le perdre. Au début, vous allez être moins attentif. Vous allez à nouveau capté par l'extérieur, qui vous attire comme un aimant. Mais peu à peu, vous allez vous habituer à cette présence. Vous allez y habiter de plus en plus souvent. C'est-à-dire que vous allez oublier de moins en moins souvent et de moins en moins longtemps. Et peu à peu, vous n'oublierez plus de moins en moins souvent. Pourquoi? Parce que c'est là que vous êtes heureux. C'est là que vous êtes joyeux. C'est là que vous êtes immense. C'est là que vous êtes libre. C'est là que vous trouvez l'amour. Et qu'est-ce qu'on veut dans la vie sinon? La liberté, la joie, l'amour. Rien d'autre, hein? Donc, on le trouve dans cette ouverture. Et alors, au début, peut-être qu'en parlant, vous allez le perdre. Mais peu à peu, même en parlant, vous allez en prendre conscience aussi. Parce que là, il y a d'autres exercices pour le permettre aussi. Donc, c'est pourquoi c'est très important de découvrir notre vraie nature d'abord, si vous voulez. Parce que la méditation consiste à revenir à notre vraie nature. Donc, si on n'a pas trouvé d'abord, on revient où? Et on ne sait pas où revenir. Mais une fois qu'on l'a découverte, on sait ce qu'on va redécouvrir, si vous voulez. Et on y revient, comme on l'a découvert la première fois, en fait. C'est toujours un retournement d'attention. Alors, tout à l'heure, j'ai utilisé le doigt, mais on va refaire l'exercice un peu plus lentement, si vous voulez bien. Deuxième exercice. On va utiliser le doigt pour figurer notre attention et toujours dirigée vers l'extérieur. Donc, regardez un objet qui est devant vous, n'importe quoi. Donc, vous voyez cet objet. Donc, le doigt figure notre attention. Donc, l'objet, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui a une forme, qui est limitée, qui est colorée, et puis qui a un âge, si on veut. En tout cas, voilà, limité, une forme,
une couleur. Vous bougez votre doigt, vous pointez un autre objet. Je prends la porte, par exemple. Là encore, dans la direction du doigt, vous avez un objet qui a une forme, une limite, une ou des couleurs et un âge. Vous continuez le mouvement, parce que là, on regarde encore à l'extérieur, hein, notre attention est tournée vers l'extérieur. Pointez le sol, le plancher. Donc là encore, dans la direction du doigt, vous avez quelque chose qui a une couleur, qui a une forme, qui a une limite. C'est pas infini, quoi. C'est pas la présence dont parle Chapcar, ça, parce que c'est pas du tout transparent, c'est très limité. Bien. Donc pour l'instant, on a pointé des objets, on pourrait continuer comme ça bien plus longtemps. Maintenant, vous pointez votre pied. Bon. Mais là encore, vous pointez vers un objet, hein, qui a une forme de pied, qui est limité, qui a un âge, ben, vous connaissez l'âge du corps, et qui a des couleurs. Donc c'est pas ça qu'on cherche, hein. On cherche une présence transparente, sans centre et sans pourtour. C'est pas ça. Ça c'est un objet très limité, opaque. Bon. Donc c'est pas ce qu'on cherche. Pointez maintenant votre cuisse. Bon là non plus, hein. C'est pas ce qu'on cherche, parce que là on trouve un objet limité avec une forme, coloré, avec un âge. Pointez vers votre ventre. Vous mettez le doigt à peu près 20 cm. Donc vous avez le doigt qui est aussi un objet, puis 20 cm à peu près, et le doigt qui pointe vers quoi? Ben, vers un ventre. Votre ventre qui est encore un objet limité, coloré, avec une forme. Hein. Vous pourrez le dessiner, photographier. Hein. Pointez votre poitrine. Et ben là encore, vous pointez vers un objet limité, coloré, une forme et un âge. Donc tout ce qu'on a pointé pour l'instant appartient au monde, en fait, au monde des objets, au monde des choses, on pourrait dire au monde des phénomènes. Voilà. Alors maintenant, avec la plus grande attention, je vous demande de pointer vers ce à partir de quoi vous regardez. C'est-à-dire de pointer le doigt dans la direction au-dessus des épaules. Là où d'habitude on place justement une tête et là où on place quelqu'un. Et je vous pose ces questions et je vous demande de répondre en silence pour vous-même. Dans la direction du doigt, maintenant, est-ce que vous voyez une couleur? Sans la mémoire, hein. Est-ce que vous pouvez dire si le doigt pointe vers du rose, du noir, du jaune? Ou bien est-ce que le doigt pointe plutôt vers une transparence, en fait, une absence de couleur? Est-ce que le doigt pointe vers quelque chose qui a une forme? Est-ce que c'est carré? Est-ce que c'est triangulaire? Est-ce que vous voyez une limite dans la direction de ce doigt, avec une forme? Ou au contraire, est-ce que le doigt pointe vers un espace sans couleur, sans forme, sans limite? Voyez-vous aussi dans la direction du doigt, est-ce que un âge? Est-ce que vous trouvez des traces d'âge dans la direction du doigt, sans la mémoire, hein? Ou bien est-ce que le doigt pointe là aussi vers un espace totalement dépourvu d'âge? Donc, est-ce que le doigt pointe vers une chose qu'on appelle une tête, qui est colorée, limitée, dans laquelle vous seriez enfermé? Ou est-ce que le doigt pointe vers un espace transparent, sans limite, sans forme, sans âge, et un espace éveillé, éveillé à lui-même en tant qu'espace? Et bien sûr, au cœur de cet espace apparaît le monde. Donc maintenant, si vous baissez le doigt, est-ce que l'espace au-dessus de vos épaules disparaît? Est-ce que soudainement un grand rideau noir tombe depuis le plafond pour vous priver de cette ouverture, ou est-ce que vous continuez d'être encore cet espace ouvert, sans attache, sans centre, sans pourtour, espace dans lequel le monde apparaît, espace éveillé dans lequel le monde apparaît. Et en fait, c'est pas du tout le résultat d'un effort. C'est pas par un effort que vous êtes cet espace. C'est votre vraie nature. Vous êtes construit comme ça, grand ouvert. Nous sommes construits grand ouvert. Là, frère, là, là, c'est grand ouvert, là. C'est l'espace conscient, c'est l'espace éveillé. Simplement, nous l'oublions. Hein. Simplement, nous avons mis ici, par l'imagination, un personnage, un masque. D'ailleurs, c'est le sens du mot persona, hein, en latin. Un masque. Nous avons mis un masque dans lequel on s'est enfermé. Et l'éveil consiste
à prendre conscience de cet espace conscient. Donc ça, c'est un deuxième exercice pour pointer vers notre vraie nature, pour prendre conscience de notre véritable présence. Mais c'est aussi un excellent moyen pour y revenir si jamais on l'oublie. Ce qui va arriver peut-être. C'est un excellent moyen, parce que quand vous vous sentez à l'étroit dans le personnage, pris dans vos pensées, le stress qui monte, vous sentez plus un avec le monde, vous sentez plus qu'il y a une unité, vous sentez au contraire qu'il y a un dedans et un dehors, vous sentez séparer des choses. Et bien avec votre doigt, vous pointez, vraiment, vous regardez. Et ce doigt, comme un poteau d'indication, vous ramène à la maison. Il y a marqué home dessus. Home. Maison. Comme E.T. Téléphone maison. Téléphone maison. Et instantanément, on y est. Instantanément. Il n'y a pas besoin d'années de méditation. Il n'y a pas besoin de savoir prendre des postures de yoga. Pas besoin de connaître le sanskrit. Même pas besoin d'avoir lu une ligne de bouddhisme. C'est pas bouddhique, ça. C'est même pas chrétien. C'est notre vraie nature. C'est simple. Vraiment simple. Retourne son attention. Prends conscience de l'espace. Et après, dans le quotidien, comme je le disais, on revient encore à l'espace. On revient encore à cette ouverture. Plus on y vient, plus on a envie d'y venir. Parce que, comme je le disais, c'est là qu'on découvre vraiment tout ce que nous cherchons, tout ce à quoi notre cœur aspire. Donc, du coup, la méditation, c'est partout, tout le temps, sans effort. Deuxième placement de produit, parce que j'ai écrit un livre qui porte ce titre. Méditer, voilà, partout, tout le temps, sans effort. Partout. Parce que moi, je ne sais pas, je ne vais pas méditer dans un dojo, dans un lieu particulier. On médite partout. Dans la rue, demain, j'ai cours avec mes élèves dans la salle des profs, dans la salle de classe, partout. Dans le métro, partout. Le métro apparaît dans l'espace. Mes élèves apparaissent dans l'ouverture. Les collègues apparaissent dans cet espace. Partout. Tout le temps. C'est pas juste le matin, juste le soir. Il n'y a pas d'horaire. C'est tout le temps. À chaque instant, vous pouvez revenir ici. Ce sera toujours au présent, de toute façon, que vous y reviendrez. Donc, vous prenez votre café, hop, la tasse va vers l'espace. Donc, partout, puis sans effort, parce qu'il n'y a pas besoin d'effort. Au contraire, c'est une détente. Détendez dans cet espace. Alors, j'ai dit tout à l'heure que au début, ça pouvait être un peu compliqué comme le saumon qui remonte. On n'est pas habitué à faire ce mouvement de retour. C'est vrai, au début, ça peut demander quelques efforts, mais très rapidement, en fait, il n'y a plus besoin. C'est plutôt, hop, nous sommes attirés. Ce qui demande un effort, c'est de s'enfermer en ce personnage. Ça, c'est évident. On est tiré à l'extérieur par le personnage et hop, on lâche. C'est comme une main. Voilà, le personnage, c'est une main fermée. La présence, c'est une main ouverte. Fermer une main, ça demande un effort. Ou une main ouverte, ça ne demande aucun. C'est la même main. Fermée ou non. Identification personnage, vision de sa vraie nature. Et puis c'est pas grave si par moment la main se referme et ce personnage et que vous perdez de vue cet espace, c'est pas grave parce que vous savez comment il revient. Vous connaissez le chemin de la maison. Pas grave. Du coup, c'est pas, même le mot méditation correspond plus, quoi. Dans les textes bouddhiques, dans le texte bouddhique, on trouve l'expression de non-méditation. Parce que personne ne médite, en fait. Comme je ne suis plus là, comme tu l'as dit, Josie, je ne suis plus là. Si j'ai encore l'impression que quelqu'un médite, c'est que je suis là, en tant que personnage, en train de méditer. Donc, c'est même plus une méditation, c'est non-méditation. Ou alors, on pourrait dire que la présence est toujours en état de méditation. Elle médite pas, c'est sa vraie nature. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, méditation, ça veut dire éveillé. Ça veut dire conscient.
Là, maintenant, vous êtes cet espace ouvert. Vous avez des questions, les amis? Moi, j'ai une question, José. Euh, J'entends ou je lis que les personnes sur le chemin de cette réalisation, euh, elles évoluent jusqu'à la, enfin, on va dire jusqu'au bout, jusqu'à la mort, on va dire, et qu'elles ont l'impression chaque fois de peut-être d'être encore plus, c'est moi qui mets des mots, hein, mais d'être encore plus dans la joie, plus dans la paix, peut-être de faire tomber des conditionnements encore. Et voilà. Comme s'il y avait un petit peu une gradation, une évolution dans ce chemin. Qu'est-ce que tu en penses, toi? La réponse est un peu paradoxale parce qu'en réalité, il y a pas du tout de gradation dans cette présence. Parce que c'est pas la personne, cette présence. Donc, c'est pas quelque chose qui va devenir de plus en plus vide, de plus en plus grand, de plus en plus transparent. C'est dès le départ, c'est parfait en fait. Ça ne change pas parce que c'est hors du temps, ça ne peut pas changer. Donc, c'est une grande libération que de sortir de cette idée de progrès, quoi. Que là, je vois la vacuité, mais en fait, je la verrai mieux plus tard. Non, dès que tu la vois, c'est parfait parce que c'est pas un personnage qui voit la vacuité, c'est la vacuité qui se reconnaît elle-même. Donc, il n'y a pas de progrès. J'avais posé la question à Douglas, une autre question que je vais poser. Je lui ai demandé, mais quand même, Douglas, tu as 85 ans, tu as découvert ça, tu avais 33 ans. Il y a eu des améliorations dedans. Il me fait non, c'est exactement pareil parce que c'est la première fois que je le vois maintenant. Donc, voilà. Ce que je veux dire, Après, maintenant, sur un chemin, si tu veux, là, c'est l'axe vertical. Pas de progrès, pas d'amélioration. Il peut pas y en avoir. Après, il y a l'axe horizontal, c'est-à-dire comment la personne, donc comment l'individu va vivre cette présence. Donc là, il va se passer des choses. Là, on pourrait dire, ben, on pourrait dire qu'il y a un progrès dans le fait que j'y suis que j'ai l'impression d'y être de plus en plus souvent, tu vois, que je me laisse moins happer par les pensées, moins happer par les émotions, et que, voilà, je vis consciemment de plus en plus présent. Donc ça, on pourrait dire, c'est un progrès. Mais c'est pas un progrès de la présence. J'oublie moins longtemps, quoi. Mais, voilà. Après, il y aura aussi, si tu veux, il y aura aussi, bien sûr, tu l'as remarqué, une transformation. Ça a un effet profond sur notre individualité, sur notre humanité. Ça agit à plein de niveaux. Et ça ne cesse jamais de changer. Moi, j'ai fait une différence entre l'éveil et la sagesse. La sagesse, ce sont les fruits de l'éveil. Et donc, l'éveil, c'est voir sa vraie nature. Bon, ça va donner des fruits dans notre vie. Les fruits dont j'ai parlé, l'amour, la joie, détente, la paix. Et ces fruits, ils finissent jamais euh, l'arbre donne toujours des fruits, quoi. Et je veux dire par là que, par exemple, pour l'amour, on peut pas dire qu'un jour, j'ai atteint l'amour parfait. T'imagines quelqu'un qui dirait, non, moi, pour l'amour, moi, alors là, moi, c'est parfait, j'ai atteint l'amour parfait, j'ai atteint l'amour infini. Je peux le dire. On peut projeter ça sur quelqu'un, dire, ouais, mon maître a atteint vraiment, et c'est une projection. Donc, en fait, c'est sans fin. Donc, c'est à la fois, on pourrait dire, pas du tout de progrès, et en même temps, oui, des progrès, enfin, disons des changements qui viennent peut-être pas aussi vite qu'on voudrait. On voudrait que ça aille peut-être plus vite, mais c'est les deux, mon capitaine. ce que j'entends parfois, c'est que on a parfois des conditionnements ou des trucs, tu sais, qui accrochent bien là, et puis dans lequel tu te fais encore avoir, et que peut-être au fil du temps, ça, même ces trucs-là, ils vont plus trop accrocher. Voilà, c'est un peu ça que je comprends, quoi. Oui, 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 oui. Et alors, oui, oui, mais tu sais, en même temps, quand tu vois la lumière, tu vois une lumière, quand tu vois cette présence, tu découvres une présence qui n'est pas du tout conditionnelle. C'est ça qui est libérateur. Et je donne souvent j'avais trouvé ça dans un texte biblique ancien, je crois que c'était Vasubandhu, 5e siècle après Jésus-Christ. Il dit, voilà, si vous avez une maison dont les volets ont été fermés pendant des années, voire des siècles, par laquelle la lumière n'a pas pénétré pendant des siècles,
comment vous faites pour chasser les ténèbres de la maison? Est-ce que vous allez prendre les ténèbres et mettre dehors? Non, il suffit d'ouvrir les volets. Vous ouvrez les volets, il faut qu'il fasse jour, hein. Vous ouvrez les volets, le soleil entre et les ténèbres disparaissent. Donc, c'est ça la découverte de la présence, c'est une découverte d'une lumière inconditionnée. C'est ça qui est guérisseur, en fait. C'est ça qui est profondément salvateur. C'est la guérison ultime, en fait, à tous les niveaux. Donc, notre pratique, si tu veux, notre méditation, c'est de nous plonger dans cette lumière, pour moi en tout cas, et de laisser cette lumière nous transformer. Alors après, peut-être si quelqu'un a de graves problèmes psychologiques, pourquoi ne pas faire un travail préparatoire psychologique? Pourquoi pas, hein? Mais en général, voilà, on peut tous découvrir cette vacuité et se laisser transformer par elle. Je trouve que c'est la guérison ultime, quoi. C'est beau d'avoir accès à la liberté instantanément. Cette présence, elle est déjà guérie. Elle est déjà guérie. Elle n'a jamais été malade, en fait. Tu n'as jamais eu, en parallèle à cette pratique de la vision sans tête, j'allais dire, besoin ou d'accompagner ça par une voie un peu plus de la connaissance ou tu vois, où il y a des pratiques plus purement de l'esprit, tu vois. Alors, cette pratique, cette méditation, elle n'est exclusive de rien. On peut tout intégrer dans cette pratique. Tout. Je veux dire, le travail sur le corps, le yoga, le travail sur l'énergie, une pratique cultuelle, aller à l'église, aller à la mosquée, on peut tout intégrer, y compris le travail de l'esprit. Donc, tu sais que je suis philosophe, donc voilà, ça fait partie de mes occupations, je fais ça quasiment tout le temps. Donc, mais c'est pour ça vient pas remplacer c'est pas parce qu'il y a un manque pour moi dans cette voie que je m'intéresse aux textes philosophiques ou que parfois je peux m'asseoir sur un coussin parce que j'ai tellement fait que c'est souvent une habitude. C'est pas parce qu'il y a un manque dans la voix. Pour moi, cette voix, elle est complète, en fait. Et elle est complète et il y a une sorte de pureté dans cette simplicité. Maintenant, si quelqu'un, je sais pas, moi, j'ai des amis qui sont, Sarah, les non zen, j'ai des amis qui pratiquent du yoga. Il y a plein de professeurs de yoga qui viennent aux ateliers. C'est pas du tout incompatible, pas du tout, du tout, du tout. C'est ça qui est chouette. Quelle que soit notre pratique, nous pouvons l'intégrer dans cette faculté. Donc, si on se sent attiré par le yoga, on va faire du yoga sans tête. Si on se sent attiré par la méditation zen, on fera de la méditation sans tête. Il y aura personne assis sur le coussin, quoi. Si on se sent attiré par une voie plus dévotionnelle, et on va intégrer la dévotion dans cette ouverture. C'est inclusif. Ah oui, il y a quelqu'un qui me pose une question. Il y a Ipad de Stora. Oui, c'est Daniel. Je ne sais pas pourquoi c'est Daniel. Oui, moi je voulais poser une question parce que, en fait, cette notion de vacuité, de pas de forme ni rien, moi je l'ai ressenti très très tôt. Je devais avoir 7-8 ans. J'étais en train de marcher sur un trottoir à Alger. Je n'avais jamais rien lu donc avant, donc je ne pouvais pas avoir de référence. Et je l'ai vraiment vécu. Mais là, quand je pointe mon doigt vers moi, si j'ai cette notion de vacuité, il n'empêche que j'arrête pas de bouger parce que j'ai de l'arthrose, enfin j'ai mal dans les articulations et que je suis obligée tout le temps de bouger. Donc, pourquoi, s'il y a cette vacuité, pourquoi est-ce que j'ai des douleurs? Parce que... C'est ça que j'arrive pas à... Oui, mais moi aussi j'ai des douleurs. Il y a un corps, quoi, et le corps, il a des douleurs. Enfin, il peut ne pas en avoir, mais au bout d'un moment, il finit par en avoir. Donc, alors, manifestement, si on n'a pas de forme, un corps sans douleur. Enfin, Douglas, remarque, il avait plutôt une bonne santé jusqu'à la fin. Il est mort presque à 100 ans, mais bon, moi, c'est pas mon cas, ni le tien apparemment. Bon, alors là, par contre, c'est un challenge. Attends, par rapport à ce que tu as dit, il y a deux choses. D'abord, que tu l'aies vu enfant, ça me surprend pas du tout. J'ai dit tout à l'heure, au début, c'est que beaucoup d'enfants le voient. Moi, je l'ai vu quand j'avais 5 ans, très nettement, je me souviens. Oui.
Oui. Donc, voilà. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est une reconnaissance de quelque chose qu'on a déjà connu enfant. Et après, tu parlais de notion d'acuité. C'est pas une notion, hein, c'est vraiment un mot, certes, mais qui pointe vers une réalité. Une réalité, oui. Voilà. Et ensuite, eh ben, là, je disais qu'il faut, voilà, la méditation, c'est tout le temps, partout, toujours. Voilà, parfois avec des douleurs dedans, quoi. C'est-à-dire que parfois, ben, dans cet espace, il y a des douleurs et ce n'est pas toujours facile de rester centré, de rester dans cette ouverture quand il y a des douleurs physiques. Mais en fait, c'est quand même le meilleur moyen de vivre les douleurs physiques parce que cet espace, elle les accueille déjà et elle est plus grande que les douleurs physiques. Donc, c'est pas une possibilité. Ça va pas faire disparaître la douleur physique, mais ça va peut-être supprimer toute la souffrance mentale qu'on rajoute dessus, quoi, qui peut-être la plus grande, ouais, c'est peut-être la plus grande partie de notre souffrance, hein, ce truc mental qui arrive. Donc, même s'il y a des douleurs physiques, eh bien, il s'agit de les accueillir à partir de la présence. Mais je ne dirais jamais que c'est facile, surtout si elles sont récurrentes. Oui, c'est ça. Voilà, voilà. Mais c'est intéressant. C'est ce qui est donné à vivre. Si on n'a pas de forme, si on n'est pas limité, quelque part, on ne devrait pas avoir de douleur. Mais c'est comme si tu me disais, mais si on est limité, on ne devrait pas avoir de couleur qui apparaît. Mais bien sûr que si, le monde des formes existe. Toi, tu es sans forme, mais il y a plein de formes encore. Tu es sans forme pour accueillir les formes. Les formes au sens large, donc il y a 5 sens, 6 si on rajoute la pensée, donc il y a 6 types de sensations. Donc les formes, les couleurs, les goûts, les odeurs, les sensations, parfois agréables, parfois plus douloureuses, tout ça apparaît dans l'espace sans forme. Tu es sans forme, rempli par les formes. Et même plus que ça, c'est pas sans forme rempli par les formes, c'est l'union entre le sans forme et la forme. C'est l'union entre la vacuité et la forme. L'union entre les deux. Non-dualité. Voilà les amis, je vais être obligé de vous laisser. Je dois préparer des cours pour demain matin. José, merci beaucoup. Merci à vous tous, j'espère que ça vous a intéressé. Oui. Et donc, le jeudi soir, il y a des Zooms consacrés à cet enseignement. Et puis, donc avec Olivier, on fait un stage le 4 février. Et puis, il y a un stage d'été aussi d'une semaine sur cette pratique, sur cet enseignement, près de Lyon, à l'Arche Saint-Antoine, fin juillet. Et on trouve toutes ces infos sur Veille Philosophique, le blog. Voilà. Plutôt sur le site visionsantête.com. Visionsantête.com. joséleroy.com. Visionsantête.com. Je ne le connaissais pas. Je le répète, si vous voulez poursuivre sur cette voie, le 4 février, sur place à Paris ou en Zoom, vous pourrez. Voilà. Au revoir les amis. Merci José. Au revoir, José. Nous sommes en présence aussi, c'est formidable. Donc, on ne se quitte pas. Ciao.